J'ai 55 ans, je suis chef d'entreprise, j'ai fait 4 tentatives de et aujourd'hui je voudrais vous raconter mon histoire. Je témoigne bouée parce que je suis en train de couler en fait, genre là je peux plus. Mauvaise époque pour les entreprises, les petites entreprises françaises. La désillusion elle est immense. En fait, si t'es pas dans l'entrepreneuriat, vraiment tu peux pas comprendre ce que c'est. On voit que tous l'encadrement juridique qui a été mis pour faciliter l'entreprise, ils font pire que mieux et c'est eux qui sont les facteurs de catastrophe. Il y a aussi malheureusement un meurtre à bas bruit de toutes nos entreprises aujourd'hui, de nos entrepreneurs. La non-réussite de son projet, c'est la norme, c'est la réussite qui est l'exception. Donc tu considères que la France n'est pas un bon pays pour entreprendre ? Non mais pas du tout. Ils s'appellent Richard, Faustine, Margot et Lucille et tous les 4 entreprennent et vivent de leur activité. Et pourtant, malgré leur passion et l'envie de réussir, ils vivent des choses horribles qu'aucun de leurs proches n'aurait pu soupçonner. Décembre 2024, j'étais sur les rotules. En fait, physiquement, j'avais perdu 12 kilos. Mon travail m'a dégoûté pendant quasiment 2 mois. Mon corps a lâché, mais je me suis vraiment genre effondrée en larmes et j'ai pas pu m'arrêter. J'ai pleuré pendant genre 1h30. Jusqu'à même réaliser l'irréparable pour l'un d'entre eux. Quand j'ai voulu mettre fin à mes jours, un élément déclenchant, ça n'a plus été mes problèmes avec l'entreprise, c'est juste peut-être un problème avec un voisin. Alors je suis parti enquêter, car derrière la croyance commune qu'entreprendre, c'est gagner le fameux 10K par mois ou encore la possibilité de travailler depuis une plage à Bali, il se cache en fait une autre réalité pour les petits entrepreneurs. Une réalité sombre dont personne ne parle. Alors on allait chercher les entrepreneurs concernés pour y répondre. Et on s'attendait pas à tout ce qu'on a pu découvrir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons connaissance. Moi c'est Harold, 33 ans à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et après des études catastrophiques, j'étais loin de m'imaginer d'être à la tête d'une entreprise. Encore moins quand mon proviseur, coucou d'ailleurs à toi si tu tombes cette vidéo, qui me disait en fait que j'étais un bon à rien. Et heureusement depuis, j'ai monté avec Flowcom, ma propre agence de communication vidéo, qui sponsorise d'ailleurs cette vidéo aujourd'hui. Comme vous vous en doutez, on a fait des centaines et des centaines de vidéos pour des centaines de marques et aujourd'hui on aspire à faire encore plus grand. Permettre au grand public et aux jeunes entrepreneurs de découvrir l'envers du décor du monde du business. Alors quand je me suis lancé dans l'écriture de cette vidéo, j'ai voulu revenir à la base. Comprendre pourquoi des milliers de personnes décident de créer des entreprises malgré un climat économique tendu, un gouvernement français qui tient aussi longtemps qu'un stage de 3e. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit let's go, j'ai envie d'entreprendre? Est-ce que c'était pour toi? Est-ce que c'était une envie de liberté financière? Est-ce que c'était une question d'image, tu vois, par rapport aux autres, de dire j'ai envie de montrer que je peux entreprendre? Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé? J'ai voulu en fait trouver un métier où je pouvais écrire et être libre en fait de mes journées, de ce que je racontais, etc. Et à l'époque, j'avais une santé mentale qui me permettait clairement pas d'avoir un poste en présentiel. Franchement, de base, ça partait de, je pense, comme beaucoup, absolument pas envie d'être salarié, pas tellement de passion dans ce que j'étudiais, pas tellement de projection dans qu'est-ce que je veux faire après. Voilà, je ne me voyais pas du tout dans une voie classique. Et en fait, je suis tombée, je pense, comme beaucoup de gens, sur des vidéos, Yomi notamment à l'époque, c'était la première vidéo sur laquelle j'étais tombée, d'étudiants à millionnaires. Ça m'a ouvert un peu une porte de ah ouais, c'est possible d'avoir une autre voie sans avoir besoin d'avoir 10 ans d'expérience, sans avoir besoin d'être diplômé quoi que ce soit. Dans une société ou dans un schéma classique, je m'ennuie vite. Et j'ai envie de proposer quelque chose par moi-même, de réussir et de faire quelque chose par moi-même. Après, j'ai un côté créatif, donc je cherchais à faire quelque chose de créa, quoi. Entreprendre, c'est pas toujours une question d'argent ou de réussite sociale, mais simplement une manière d'approcher en fait le travail différemment. C'est quelque chose qu'explique Delphine Pi, psychologue et autrice du livre Le guide de ta santé mentale. J'ai l'impression qu'il y a cette tendance à s'ennuyer rapidement, à vouloir créer, donc tout ce qui est très créatif, etc. Le besoin d'être stimulé et de se dépasser. On pourrait retrouver ces profils-là. Après, je crois pas que ce soit en lien vraiment avec l'argent, la réussite. Je suis pas sûre qu'il y ait ça vraiment au départ. C'est aussi juste de s'adapter à sa personnalité et à son fonctionnement. Le fait d'avoir de l'autorité, de pas pouvoir être libre de ses pratiques, de comment travailler. Je pense que pour certaines personnes, c'est hyper enfermant. Et ces profils-là, donc souvent des TDAH, mais pas que, vont être stimulés par l'entrepreneuriat. Les personnes aussi qui ont une forte résilience au risque ou qui sont souvent à la recherche un peu d'adrénaline. Maintenant, on sait plus ou moins pourquoi on entreprend. Mais entre cette phase où on commence et que tout est beau, tout est rose, et la phase finalement de détresse que connaît typiquement Richard, qui tente de se qu'est-ce qui cloche finalement? Je suis donc parti à la recherche d'éléments concrets pour comprendre ce qui se passe, et ce que j'ai découvert m'a choqué. Au cours de ces interviews que j'ai réalisées pour l'écriture de cette vidéo, il y a un élément central qu'on retrouve systématiquement. Le contraste entre ce qu'on vend sur les réseaux sociaux
et la réalité de la vie de l'entrepreneur. Tu as eu des discours qui t'ont montré que c'était facile, que ça allait vite, que c'était rapide. Et finalement, tu te retrouves dans une réalité où c'est difficile, c'est long, ça prend du temps. Parfois, tu bosses comme une folle pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, il se passe rien. Et ça crée une désillusion de ouf, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans mes événements gratuits et dans l'acquisition que je fais, c'est peut-être moins vendeur pour moi de te dire ça, mais si t'es pas prête à vraiment à souffrir un petit peu au début et à bosser comme une folle pour pas avoir de résultats directs et de t'acharner, d'être persévérante et de rien lâcher, franchement, va pas dans l'entrepreneuriat et viens pas dans la formation. Elles sont choquées de la réalité, tu vois, que ça se fait pas en un claquement de doigts. Enfin, j'essaie de faire de la prévention parce que la désillusion, elle est immense. Je crois qu'Instagram est plus romantisé que LinkedIn. Et donc, ça a été plus compliqué de dire tout ce que vous voyez depuis des semaines. J'ai pas du tout osé vous montrer à quel point ça allait pas. Et vraiment, pour le coup, je recevais très souvent des messages de soutien de personnes qui me disaient mais c'est trop bien ce que vous faites, enfin vraiment il faut continuer, vous êtes en train de créer un truc de fou. Et moi j'étais là genre ouais mais en fait genre jetez-moi une bouée parce que je suis en train de couler en fait, genre mais je peux pas le dire. Je veux pas le dire. On le voit sur les réseaux sociaux, l'entrepreneuriat c'est souvent mis en scène. On nous présente ça comme une aventure ultra glamour, faite de liberté, de gros sous, de succès rapide. Cette version embellie, bien filtrée, contraste beaucoup en fait avec une réalité bien moins sexy que vous allez découvrir au fil de cette enquête. Et ce décalage crée un biais puissant chez ceux qui regardent ces contenus. En fait, ils idéalisent le parcours entrepreneurial et sous-estiment les difficultés finalement sur le terrain. Et finalement, en fait, ils ont des attentes qui sont totalement irréalistes. Comme typiquement le fait de pas accepter l'échec, une approche que confirme aussi Delphine lors de notre échange. Mais la non-réussite de son projet, c'est la norme, c'est pas l'exception, c'est la réussite qui est l'exception. Et quand on regarde tous les grands entrepreneurs, c'est pas la première boîte qui a réussi, c'est souvent la deuxième, la troisième, la quatrième. Et donc l'échec, ça fait partie du processus, ça fait partie aussi de l'apprentissage. Ou alors le fait de devoir multiplier différentes casquettes sans pouvoir prendre le recul en fait sur notre état. Quand on est salarié, on a plein de garde-fous. Donc on a un manager, on a des collègues de travail, donc on peut avoir aussi des évaluations annuelles, etc. Donc quand il y a un souci de stress ou une problématique, elle va être détectée, je pense, plus facilement. Mais dans tout ça, il y a un élément central qui touche au plus profond de notre insécurité individuelle, voire familiale, c'est l'argent. Car avant d'aller manger au restaurant tous les midis, il faut en fait avoir des clients pour avoir des revenus stables et aussi pouvoir remplir ce putain de frigo. Quelque chose que beaucoup de petits entrepreneurs arrivent difficilement à faire. Dans tout ce qui était com, rédaction, tout ça, j'avais beau adorer être passionnée et avoir un espèce de talent qu'on m'avait fait découvrir en fait. Après ça a été oui mais t'as pas de diplôme, alors on va pas bien te payer, c'est normal. Donc beaucoup de rabaissement sur ça. Et c'est vrai que tout ça m'a fait douter, et arrêter parce que du coup au bout d'un moment tu les écoutes en fait. Je pense que ce qui a vraiment défini mon activité entrepreneuriale, ça a été à partir de 2021 du coup, où j'ai été pendant 3 ans rédac web pour des entrepreneuses bien-être principalement. Bon, en termes de métriques, j'ai pas d'idée, mais globalement c'est pas fou. En moyenne d'ailleurs, un micro-entrepreneur économiquement actif déclare près de 1 700 € par mois, soit autour de 20 000 € bruts par an. On n'oublie pas qu'il s'agit d'un chiffre d'affaires et donc pas de ce qu'ils récupèrent directement dans leur poche. Dans le cas d'une micro-entreprise, on peut déjà enlever 30% de charges entre les impôts, les cotisations sociales et même le paiement des droits CPF. Ouais, c'est pas une blague. En plus de ça, vous cotisez pas, ou en tout cas très peu pour la retraite, donc vous n'avez pas de mutuelle, aucun congé payé. Et pire, l'accès au logement est totalement scellé entre les bailleurs qui refusent de louer à des entrepreneurs et les banques qui refusent tout financement. Et donc tout ça, en fait, ça provoque un effet psychologique qui est en fait ultra pervers. Je pense qu'il y a aussi une incompréhension de l'entourage qui peut être aussi extrêmement douloureuse, notamment pour les créateurs de contenu. Ça, on le retrouve souvent. J'ai pas mal de patients créateurs de contenu qui sont très isolés par rapport à leurs amis, à leur famille, parce qu'ils comprennent pas tout l'enjeu qu'il y a derrière. Quand, par exemple, une vidéo va flopper, que ça peut effectivement impacter notre estime de soi, impacter aussi vraiment parce qu'on pensait que ça allait marcher, qu'on s'est donné pour cette vidéo. Les gens disent bon, c'est qu'une vidéo, quoi, c'est pas grave. Quand on a des haters, c'est pareil, on va se dire ouais, c'est pas la vraie vie, c'est bon, c'est que sur internet. Tu t'exposes donc c'est normal, mais en fait non, c'est jamais normal de recevoir de la violence et c'est normal d'être déçu quand ce pourquoi on a mis de l'énergie et ce en quoi on croyait n'a pas fonctionné. Mais il y a une espèce de vraiment de banalisation et de c'est pas grave quoi, c'est pas réel parce que la réalité est bien plus difficile que ce qu'on pourrait voir et ce qu'on entrevoit sur LinkedIn ou sur d'autres types de réseaux sociaux.
Il faut savoir que déjà dans mon entourage perso, j'ai personne qui entreprend. En gros, globalement, les gens ne comprennent pas ce que je fais. Et j'ai un peu cette image de, c'est l'écrivaine de la famille, elle fait ses trucs de son côté et c'est sympa. Ça rapporte pas tant, elle a pas une situation qui lui permet d'acheter une maison ou de faire des investissements financiers, etc. Mais bon, elle s'amuse dans son coin, elle est contente. En fait, si t'es pas dans l'entrepreneuriat, vraiment, tu peux pas comprendre ce que c'est. Le seul élément qui a été pour moi une source de réconfort, c'est quand j'ai pris des médicaments en quantité incroyable et que je me suis retrouvé à l'hôpital, où là enfin, j'ai trouvé du soutien. J'en avais nulle part ailleurs. Et en plus, ça s'arrête pas là, car il y a des éléments majeurs dont on n'a pas encore parlé qui rendent les quotidiens des petits entrepreneurs ultra horribles. Quelque chose que je vis aussi personnellement quand j'avais lancé mes premières entreprises et qui d'ailleurs, fait pas l'unanimité en France. Les très grandes entreprises payent 14% d'impôts, là où les PME en payent plus de 21%. Et la hausse de la TVA sur les auto-entrepreneurs. Une hausse de la CSG pour les épargnants et les entrepreneurs. Est-ce que c'est moi où plus les années passent et plus l'État adore taper sur les entrepreneurs? Entre les réglementations qui s'alourdissent, le discours qui minimise la valeur du travail indépendant et les critiques rapides, dès qu'un entrepreneur réussit un petit peu trop, on a parfois le sentiment que lancer son projet est davantage perçu comme une menace que comme une contribution pour la société. C'est justement un sentiment que les entrepreneurs qu'on est allés rencontrer ressentent beaucoup trop. La France, ça te met dans une condition où déjà t'as plus peur de faire parce que t'es plus jugé, parce que t'as pas forcément de gens autour de toi qui l'ont fait, parce que t'as beaucoup plus la haine des gens qui réussissent, des gens qui font des choses, tu critiques beaucoup plus facilement les gens qui échouent. Tout ça, plus le fait qu'en ce moment, le contexte géopolitique, c'est une catastrophe, plus les impôts, plus la bureaucratie, plus l'administration, plus tout ça. Si t'es jeune et que t'as pas d'attache particulière en France, moi, mon conseil serait pas forcément d'y rester pour entreprendre, quoi. De toute façon, moi, je suis vraiment très fâchée avec le gouvernement actuel. Je trouve que c'est une hérésie. On est vraiment dans un pays qui n'a tellement pas envie d'avoir des gens qui réfléchissent, qui entreprennent, qui créent, qui sont du coup indépendants. Et donc tu considères que la France n'est pas un bon pays pour entreprendre? Non, mais pas du tout. Le fait de vouloir diminuer le statut d'auto-entrepreneur à 3 ans, le fait d'augmenter les taxes, etc. En tant qu'entrepreneuse qui n'a jamais touché des 1000 et des 100, par exemple, ne serait-ce que la CFE. La première année, je me suis retrouvée avec une CFE de plus de 300 € et j'ai pas compris pourquoi. Pour moi, j'étais là en mode, mes impôts, je les ai déjà payés, tu vois. Et donc j'appelle et en fait le mec m'a vraiment répondu que vous touchiez 10 000 € ou 30 000 €, c'est la même CFE. Et j'étais là genre, ok mais sur mon compte en banque il y a 20 000 € d'écart du coup. Ouais mais c'est comme ça, c'est la loi. Donc oui, la France c'est un pays qui est catastrophique si tu as envie d'entreprendre. Toute situation amène les petits entrepreneurs à un point de bascule où ce n'est pas juste le portefeuille qui est touché, mais finalement l'humain. Et pour que vous compreniez les proportions que ça peut prendre, il faut que je vous parle de l'histoire de Richard. Eh bien, j'ai 55 ans, je suis marié, je suis père de 3 enfants de 20 à 25 ans. Le secteur d'activité de mon entreprise, c'est la confiserie. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 10 salariés. Quand j'ai repris la boîte de mon père, nous étions que 5. On est monté à 25 salariés, 25-30 salariés sur la période la plus haute. On a généré plus de 3 millions de chiffre d'affaires avec 20% l'export. Richard, c'est le dirigeant d'une petite PME du nord de la France avec qui j'ai été mis en relation. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a un parcours effrayant. Un parcours que lui-même ne souhaite à personne. Pendant 5 ans, tout se passait à merveille. D'ailleurs, en fait, j'ai recruté mon premier salarié, après une deuxième, une troisième. Ce qui se passe, c'est que j'avais fait le choix, qu'ont fait certains employeurs, de s'implanter dans des zones franches urbaines. Donc moi, c'était une zone franche dans les métropoles lilloises. Et donc, effectivement, on bénéficiait d'exonération d'impôts. Et en échange, il fallait qu'on recrute des salariés issus de la zone franche, donc des quartiers difficiles. La première salariée que justement j'avais recrutée était issue de ces quartiers et elle s'est proposée de m'aider à faire des recrutements dans ces quartiers. Et donc ça s'est très bien passé, mais en fait je me suis aperçu qu'elle recrutait en fait les gens non pas par leur qualité professionnelle, par une affinité qu'elle avait personnellement avec ces personnes. Vu que ça se passait très bien dans mon entreprise, l'idée que cette jeune fille qui est peut-être devenue responsable avait elle envie de prendre ma place en fait. Elle a souhaité de créer un business totalement concurrent avec le mien. Je m'en suis aperçu. J'ai essayé d'avoir des preuves.
pour pouvoir les licencier. Pendant quelques semaines, j'ai œuvré à ça et effectivement j'ai eu toutes les preuves. On a surtout pu démontrer la volonté effectivement d'effacer et de stocker sur un disque dur externe les données commerciales de l'entreprise. Moi je me suis dit le licenciement est justifié et j'allais pouvoir passer à autre chose, à la reconstruction. Mal m'en a pris, puisqu'en fait, l'idée qu'on lui a suggérée, c'était effectivement de parler d'harcèlement. Mais elle avait de la chance, puisque sa maman travaillait à la police, et en principe, on demande des éléments tangibles pour déposer plainte, ce qu'elle n'avait pas. Le fait qu'elle avait recruté autour de moi des gens dont elle avait l'ascendant, elle sort de l'entreprise, parce que j'avais tout un dossier pour pouvoir la faire sortir, mais ce qu'elle a réussi, c'était à convaincre ses amis de jouer la même partition qu'elle. Elle était condamnée à, pour la première fois, 10 mois de prison avec sursis. Et ça, c'était la première vague. La plus dangereuse est venue après. C'est arrivé à une jeune fille qui a voulu refaire le schéma de la première équipe. Là, ils étaient moins nombreux, ils étaient que 2, ils n'ont 5. Mais par contre, elle avait l'expérience de la première équipe. Et donc, quand elle a changé, quand elle a décidé effectivement de rejouer avec le harcèlement, là, elle est allée voir la CGT. Et fort de son poste de délégué du personnel, elle est basculée tout de suite, déléguée syndicale CGT. Je ne pouvais plus la licencier. Il fallait une autorisation préalable de l'inspection du travail, ce que j'ai demandé à maintes reprises, puisque j'avais vraiment des éléments très lourds pour la licencier. Mais à chaque fois, l'inspection du travail me privait de cette faculté de licenciement. Donc ça a créé un véritable traumatisme de l'entreprise, surtout que je sortais d'une condamnation pénale. J'ai été reconnu souvent malade, très malade, par mes médecins. J'ai dû être hospitalisé à plusieurs reprises. Et j'ai effectivement alerté la caisse primaire d'assurance maladie, qui m'a reconnu tout simplement invalide pour pouvoir gérer une entreprise. L'histoire de Richard m'a particulièrement touché. Et ce notamment car elle met en lumière un phénomène en fait que les médias n'abordent jamais, la santé mentale. Derrière le cliché du méchant entrepreneur qui veut s'enrichir coûte que coûte, en fait, il y a une autre réalité. L'entrepreneur, il porte le poids des conséquences économiques et sociales de la France. Selon le baromètre MMA, des entrepreneurs du futur et BPI France Le Lab, publié en juin 2025, un dirigeant sur 3 déclare être en mauvaise santé mentale. Quand j'ai voulu mettre fin à mes jours, un élément déclenchant, ça n'a plus été mes problèmes avec l'entreprise, c'est juste peut-être un problème avec un voisin. En fait, j'étais venu dans une situation tellement où tout m'atteignait que n'importe quoi prenait une grosse importance. Et donc la première fois, où je me suis enfermé, j'ai pris des médicaments, c'était pas en sortant de mon entreprise, c'était parce que j'arrivais plus à gérer ma vie de tous les jours en fait. C'est la première fois depuis la crise du Covid que l'indicateur de santé physique et psychologique des dirigeants est aussi bas. 82% souffrent désormais de troubles physiques ou psychologiques, donc la fatigue, le stress intense, l'anxiété. Ça fait quand même 8 dirigeants sur 10. C'est juste énorme et je sais même pas si vous vous rendez compte, mais en fait un dirigeant sur 4 dit avoir déjà été confronté à un problème d'addiction, l'alcool, le tabac, les médicaments, mais la majorité déclare ne même pas chercher d'aide en fait, ce qui accentue le risque d'isolement et d'épuisement. Quand on est entrepreneur, même quand on a une équipe, finalement, on a beaucoup de charge mentale. C'est-à-dire qu'il faut penser à tout le temps. On a l'impression que tout le monde dépend de nous, que l'activité dépend de nous. Donc ça met une certaine pression. Et là où c'est difficile, c'est que parfois, on se rend même pas compte qu'on est dans un engrenage de stress. Mais en fait, c'est comme si on était tombé dans une marmite qui était tiède et qui s'est mise à chauffer petit à petit. C'est-à-dire qu'on n'a pas de moment de pause suffisant pour dire « Ah là, il y a un truc qui va pas ». Plusieurs entrepreneurs racontent même s'inquiéter pour leur santé, leur morale, voire leur avenir, évoquant ouvertement la perte de confiance en l'avenir et un sentiment de solitude de plus en plus important. Je regarde mon agenda, il n'y a rien qui me donne envie. Pour amplifier, j'ai envie de littéralement de me tirer une balle. Voilà, vient à mon tour de parler et je crois que c'est Lise qui me dit et toi du coup cette semaine qu'est-ce que t'as prévu ? Genre je pense que mon corps a lâché, mais je me suis vraiment effondrée en larmes et j'ai pas pu m'arrêter, j'ai pleuré pendant 1h30 et vraiment c'est sorti tout seul, mais je leur ai dit en fait j'en peux plus, vraiment littéralement je n'en peux plus, je peux plus faire ça, je perds le sens dans mon activité et du coup je perds ma lumière, je sens que je suis plus moi-même, je suis devenue vraiment la meuf chiante qui parle tout le temps de son travail et je voulais pas devenir cette personne-là. Depuis plusieurs mois, je rognais sur mes limites que je m'étais fixées, pas de téléphone après 20h, pas d'ordi
le soir, pas de travail le week-end, etc. Et j'étais là genre, non mais c'est pas grave, c'est occasionnel. Et en fait, les occasions sont devenues le quotidien. Quand t'es entrepreneur, t'as pas de congé, t'as pas d'arrêt maladie, t'as rien du tout, donc t'es juste tout seul à marcher sur ton petit fil et à espérer de ne pas tomber dans les flammes qui sont en dessous. Le système m'a totalement enfoncé. On voit que tous l'encadrement juridique qui a été mis avec l'inspection du travail, avec le pénal, avec la justice, la police, ils sont censés être là pour faciliter l'entreprise. Et en fait, on voit qu'en fait, ils font pire que mieux. Et c'est eux qui sont les facteurs de catastrophe. Décembre 2024, donc il y a tout pile 1 an, j'avais enchaîné 2 ans de gros challenges. Je faisais des challenges gratuits à 10 000 personnes. Et en fait, c'était des usines à gaz. Il y avait une équipe de 120 personnes qui travaillaient sur chaque lancement. C'était genre j'arrêtais un lancement, je relançais un autre. J'avais tellement de gens à gérer. Et en fait, d'avoir fait ça pendant 2 ans, décembre 2024, j'étais sur les rotules. J'ai dû puiser dans tout ce que j'avais pour faire le dernier lancement que j'avais prévu de faire. Et ensuite, j'ai pas travaillé pendant quasiment 2 mois. Physiquement, j'avais perdu 12 kilos. J'avais limite des petits vertiges. J'étais épuisée. En fait, j'ai fini pendant 2 mois out complètement. Ça peut aussi être intéressant de se le faire à soi-même, quoi. Une fois par semaine, de faire un rendez-vous avec soi et de se poser la question de où on en est, comment on se sent. Donc, pour savoir comment on se sent, faut déjà se connecter à soi-même. C'est-à-dire, est-ce que je me sens stressée, est-ce que je me sens angoissée, est-ce que j'ai des ruminations, est-ce que j'arrive à prendre suffisamment de temps pour moi, est-ce que j'arrive à faire la coupure le soir. De vraiment se poser cette question-là, parce que c'est bête, mais quand on vit avec quelqu'un, son compagnon ou sa compagne, ça nous viendrait pas à l'idée un soir de pas lui demander comment s'est passée sa journée ou sa semaine. Mais avec soi-même, souvent, on oublie de se poser la question. Alors avec l'ensemble de ces témoignages, une question se pose. Peut-on entreprendre en France et être heureux ? De notre côté, on a mené notre propre recherche. Dans un premier temps, il y a les aides directement gérées par le gouvernement. Les CCI en font partie. Présentes dans toutes les villes, elles permettent de soutenir et d'accompagner les entrepreneurs dans la création et le développement de leur structure. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Alors on a continué à creuser et on est tombé sur Initiative France, un réseau qui finance les projets à taux zéro, avec des accompagnements réalisés par des bénévoles et des experts locaux. Il y a évidemment des dizaines d'incubateurs qui sont là pour soutenir l'entrepreneuriat en France. Des incubateurs comme Station F, qui est hyper connu, La Ruche, il y a aussi French Tech, Tremplin. Et n'hésitez pas à faire aussi des recherches de votre côté, surtout si vous êtes en Provence. Car il y a fort à parier qu'il y a des dizaines d'incubateurs pas loin de chez vous, prêts à vous aider d'une façon ou d'une autre. Et ce, même et surtout après avoir vécu un échec. Moi, je sais que quand j'ai liquidé ma boîte, je m'étais beaucoup renseignée là-dessus et il y a une association qui s'appelle 5000 rebonds, je crois, ou 500 rebonds, je sais plus, qui aide les entrepreneurs qui viennent de subir un échec entrepreneurial. L'une des conditions que j'observe régulièrement chez les entrepreneurs, mais aussi chez moi-même, c'est l'importance en fait d'être correctement entouré, mais surtout d'être accompagné sur ce qui nous fait finalement vraiment du bien. Je pense notamment au sport, à mes proches, à mes amis, et ça tombe bien car plusieurs entrepreneurs ont déjà sauté le pas. Ces dernières années, on voit de plus en plus d'indépendants se mettre au marathon, à la salle de musculation, etc. Et même tenter des défis extrêmes comme le Ironman ou le Hyrox, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Alors certes, ça fait du bien. Certaines analyses vont même jusqu'à dire que le sport permet de réduire 20 à 30% de la risque de dépression. Mais le problème, c'est que ça suffit pas. Car on peut faire du sport et quand même avoir envie de se tirer une balle en fait à la fin de la journée. Tout l'enjeu est de réussir à être suffisamment attentif à sa santé mentale. Tu vois, j'ai discuté avec un pote à moi, entrepreneur, la semaine dernière, qui me disait pour la première fois, j'ai aucun problème, mais je suis allé voir quelqu'un pour parler, pour me faire du bien et pour anticiper justement des problèmes. Plutôt que d'aller voir quelqu'un quand il y a un problème existant, c'est plutôt de l'anticiper pour les éviter. J'ai trouvé que c'était hyper fort et hyper peu courant et commun. C'est compliqué parce que en tant qu'entrepreneur, en fait, on manque beaucoup de temps et beaucoup de moyens quand on se lance. Et prendre du temps et prendre de l'argent pour prendre soin de sa santé mentale, ça semble quelque chose de très coûteux. Vraiment, c'est un effort extrême à faire. Mais il faut voir ça peut-être comme un investissement. C'est-à-dire que de prendre soin de sa santé mentale, même si ça coûte de l'argent et ça coûte du temps, et ben ça peut aussi aider à éviter certains écueils, à tomber dans des pièges et à garder sa force pour ce marathon qu'est l'entrepreneuriat, quoi. En tout cas, une chose est sûre, la réalité de l'entrepreneuriat est bien loin de celle qu'on nous vend sur Instagram depuis des années. Et surtout en fait pour les petits entrepreneurs. Les petits entrepreneurs qui représentent pourtant 5 millions de personnes en France, soit pas loin de 10% de la population totale du pays.
Des petits entrepreneurs que vous voyez parfois sur les réseaux, comme Margot, des entrepreneurs que vous pouvez parfois aussi voir dans la rue, comme Faustine, et même des petits entrepreneurs que vous pouvez croiser finalement au café du coin, comme Richard. Des gens comme vous et moi finalement, qui ont fait le choix juste de suivre leur projet avec le cœur, avec tous les risques que ça implique. Et en toute honnêteté, moi, quand j'ai liquidé ma boîte, ça a été dur, tu vois. Pendant 6 mois, j'ai été un petit peu triste. Et en fait, aujourd'hui, je trouve que c'est chouette ce qu'on avait fait et je regrette rien parce que j'ai essayé. Ce que j'aurais regretté, c'est de pas l'essayer, tu vois. Et aujourd'hui, ma vie me convient très bien. Après, voilà, j'ai pris sur moi, j'ai travaillé sur moi. J'ai aussi compris beaucoup de choses et je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs que je ne reproduirai plus aujourd'hui pour pas en arriver là. Ce qui est indispensable que l'on fasse aujourd'hui, il faut sensibiliser, il faut se regrouper et que l'on sensibilise les syndicats qui sont censés nous aider. C'est ensemble qu'on pourra se défendre. Il n'y a pas que les hôpitaux et les cliniques pour gérer ce problème-là. Il faut qu'ensemble, entre employeurs, que l'on se tienne la main et que l'on se soutienne. Mais ce que je trouve beau, dans tous les cas en fait, c'est qu'ils continuent, quoi qu'il arrive, et que malgré les galères d'argent, malgré les taxes qui cessent d'augmenter, malgré l'envie brûlante d'en finir parfois, ils parviennent toujours à voir plus loin. C'est dur, c'est long, c'est pas grave en fait. Si jamais un jour j'y arrive, je me dirais tant mieux, tu vois. Qu'est-ce que t'as d'autre à mieux à faire de ta vie que d'essayer? Pas rien.